Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Findiquian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de radio-dialogue consacré à la prévention des risques que produit l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui à l'Institut national de plongée professionnelle de Marseille. Notre invité, Paul Gavary, directeur de l'Institut national de plongée professionnelle. Paul Gavary, bonjour. Bonjour. À Marseille, l'Institut national de plongée professionnelle forme chaque année 4 à 500 stagiaires. Certains veulent devenir scaphandriers, d'autres pilotes de navires sous-marins, civils ou opérateurs d'engins téléopérés. 43 personnes travaillent sur le site doté d'engins spécifiques. L'Institut national de plongée professionnelle développe ses activités au niveau international. Certaines des formations ne sont d'ailleurs disponibles qu'à 2 endroits dans le monde, Fort William en Écosse et l'INPP de Marseille. On peut dire, Paul Gavary, que son audience à l'international situe l'INPP parmi les premiers centres du monde. Oui, ça nous pouvons l'affirmer, car nous, avec le centre de Fort William, nous assurons la formation des scaphandriers qui opèrent dans le domaine de l'exploration pétrolière offshore. Et effectivement, nous formons environ une centaine de plongeurs profonds. Ouais. Nous sommes un petit peu les fournisseurs de cette activité difficile, car les gens interviennent sur des plateformes qui se situent en pleine mer et souvent dans des conditions météorologiques très difficiles. Alors l'Institut est une association 1901 créée en 82 à l'initiative du Premier ministre. Il est administré par un conseil d'administration dont les membres sont issus de 4 collèges représentant l'État, les collectivités territoriales, les employeurs et les salariés. Vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie, de la Défense, de la Recherche et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, c'est-à-dire que notre association a un conseil d'administration avec des représentants des ministres de droit, oui. Sous couvert du secrétariat général de la mer, qui est un service du Premier ministre. Nous avons 2 tutelles techniques, qui est à la fois le ministère chargé du travail et le ministère que l'on dit chargé de la mer, qui est maintenant économie durable, mais également avec l'AFNOR et le ministère de l'Industrie, puisque nous sommes un bureau de normalisation, organisme notifié pour labelliser les équipements de protection individuelle, et nous avons également les autres ensembles des ministères, puisque le ministère de la Recherche, la Jeunesse et des Sports, car nous travaillons actuellement sur un nouveau décret de 11 janvier 2011, et les arrêtés d'application, et l'INPP joue le rôle d'expert de conseil auprès de ces ministères. Alors sans remonter aux sources les plus anciennes de cette longue histoire de la pénétration du monde subaquatique par l'homme, Léonard de Vinci avait déjà imaginé et dessiné des équipements qui seront utilisés quelques siècles plus tard, et c'est le XVIe siècle qui marque le début de l'aventure industrielle sous-marine. Oui, on évoque toujours les machines plongeantes, oui. Ou les sous-marins de l'espier, mais en fait, c'est à partir du XVIIIe siècle, c'est cela. Avec les scaphandres, qu'on développe cette plongée industrielle. Voilà, mais c'est à partir des années 60, avec le besoin créé par l'exploration pétrolière offshore, qu'est apparue la nécessité de mettre au point la plongée industrielle à grande profondeur. Ben oui, c'est-à-dire que dans les années 62-63, le commandant Cousteau avait lancé avec le Captain Bond de l'US Navy les opérations de précontinent, avec l'idée de faire vivre les plongeurs dans des maisons sous la mer. Et puis on s'est rendu compte, après 3 expérimentations à la mer, dont la dernière à Villefranche par 100 mètres de profondeur, qu'il était très difficile de faire vivre des gens sous la mer. Et au niveau de la plongée industrielle, à ce moment-là, on peut citer, il y avait à l'époque la Comex qui a commencé, par la suite la Doris, la Marine nationale. On a fait vivre les gens dans des maisons sur la mer. C'est-à-dire qu'on les comprimait à une profondeur équivalente à la profondeur de travail, et ensuite ils intervenaient avec une tourelle ou un sous-marin crash plongeur, et la décompression venait en fin de chantier.
Alors traditionnellement, les travaux sous la mer étaient effectués par le scaphandrier pied lourd, c'est-à-dire en casque de cuivre, si prisé chez les antiquaires. Aujourd'hui, après une période où l'on a tenté de robotiser ces travaux pénibles et dangereux, on est revenu au scaphandrier professionnel ? C'est-à-dire que le scaphandre que nous avons tous connu, j'ai fait mon cours de scaphandre lourd à l'époque dans la marine, oui. Et a changé. On a amélioré les équipements, au lieu d'avoir du cuivre ou du laiton, bon, on a du PVC, mais l'équipement est le même. C'est-à-dire que le scaphandrier est alimenté toujours par la surface, ce qu'on appelle la plongée narguilé, et on a développé par la suite des sous-marins crash-plongeurs, c'est-à-dire des sous-marins qui amenaient des plongeurs près du chantier. Puis par la suite est arrivé les engins téléopérés. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, on aura toujours besoin du scaphandrier. Car je prends par exemple l'opération Erika. Oui. Eh bien Erika, nous étions chargés, l'INPP, d'assurer la sécurité plongée. Oui. Eh bien nous avons travaillé avec des scaphandriers et des engins téléopérés. Parce que l'engin téléopéré ne pouvait pas accéder ou pénétrer dans certaines structures qu'il fallait dégager par des scaphandriers. Des caissons hyperbares des hôpitaux utilisés pour soigner des pathologies allant des maladies de la peau liées au diabète, au mal aigu des montagnes, en plus des accidents de décompression, nécessitent des opérateurs. On pourrait également parler des techniciens EDF qui travaillent dans des centrales nucléaires, des conducteurs de sous-marins civils, des tunneliers tubistes, des inspecteurs des piliers de pont, des ostréiculteurs ou conchiliculteurs et encore des archéologues effectuant des fouilles sous-marines, des cinéastes et des caméramens qui tournent des images fabuleuses de la vie marine. Cela fait beaucoup de secteurs d'activité et de professions qui font appel à vos services afin d'apprendre et de se former, Paul Gavary. C'est-à-dire que nous avons deux secteurs d'activité. Le secteur d'activité du monde professionnel, des gens qui sont des salariés, des travailleurs, qui interviennent et on appelle le milieu hyperbar. Pourquoi hyperbar ? C'est le monde de la pression. Et puis vous avez ce que nous vivons aussi, le monde associatif de la plongée sportive, que tout le monde connaît au niveau des clubs. Cela relève à ce moment-là en formation de la Fédération française d'études et de sport sous-marin, qui a délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'INPP, lui, assure la formation de tous les travailleurs, c'est-à-dire des professionnels salariés. Alors l'homme a marché sur la Lune, mais actuellement il est incapable de survivre à plus de 700 mètres sous la surface de la mer. 700 mètres, c'est la profondeur maximale en matière de plongée sous-marine ? Bien oui, parce que dans les années 76 d'abord, on a franchi, si vous voulez, la barrière des 500 mètres en envoyant sur un chantier au large de Toulon des Comex et Marine Nationale, des gens travaillaient à 500 mètres en respirant des mélanges synthétiques oxygène-hélium. 11 ans après, vu la densité du gaz, nous avons fait avec des mélanges oxygène-hydrogène à 534 mètres au large de Marseille. Bon, il est évident que ces grandes profondeurs, on voulait savoir un petit peu jusqu'où elle est. C'est ainsi qu'il y a une manip qui s'est faite à la Comex. Au départ, c'était 650. On était près du 7 et des 2-0. Et c'est comme ça que Théo, que nous avons comme instructeur, est allé jusqu'à 700 mètres. Il n'aurait pas travaillé. Mais il respirait et il vivait. Alors Théo, on va l'avoir dans quelques instants au téléphone. À cette profondeur, Paul Gavary, combien de temps faut-il pour ramener un homme à la surface ? Je crois qu'à l'époque, il avait mis 21 ou 22 jours. Ah oui. Oui, on met plus de temps que revenir de la Lune. Alors nous allons justement avoir à l'antenne Théo Marostomos, qui est le plongeur instructeur. Il a travaillé comme scaphandrier à la Comex. C'est dire s'il a à son actif un très grand nombre de plongées profondes. Et il détient d'ailleurs le record, un record du monde. Théo Marostomos, bonjour. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous, avant de nous parler plutôt du record du monde que vous détenez, expliquez-nous un peu comment on devient plongeur professionnel. Déjà, on devient plongeur professionnel déjà par passion de la mer et de la plongée, oui. Même en plongée en milieu sportif. Et ensuite, on se tourne vers la plongée professionnelle parce que, pour le voyage, si on doit travailler à l'extérieur, enfin à l'étranger, et vraiment pour la passion. Quel est le point commun entre un moniteur de plongée et un plongeur industriel ou un scaphandrier ? C'est toujours la passion de la plongée. Oui. Et ensuite
Le moniteur de plongée, lui, il va aller plutôt se promener. Pour aller voir la faune, pour regarder un peu ce qui se passe au fond, mais nous on y va surtout pour travailler. Le plongeur professionnel, il va pour travailler. Quelles études et quelles formations faut-il entreprendre et quelle peut être l'évolution professionnelle d'une telle carrière, Théo Marostomos? Alors au niveau études, il suffit d'avoir un niveau BEPC et oui. Il est recommandé d'avoir un CAP pour être un peu manuel, pour pouvoir travailler sous l'eau. Pour le travail qu'on nous demande à faire, il vaut mieux être manuel. Ensuite, pour la profession, la carrière, on est d'abord plongeur professionnel, ensuite on peut devenir chef d'équipe, chef de chantier ou superviseur, et ensuite faire un client pour représenter une entreprise comme Elf ou Total ou Shell, etc. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, malheureusement, on a entendu cette information ce matin. Il y a eu 2 morts dans un accident de plongée dans la rade de Marseille. Quel conseil, Théo Marostomos, vous qui avez une grande expérience en la matière, quel conseil vous donneriez aux plongeurs qui vont s'aventurer cet été à Marseille ou dans toute la région? Quel conseil vous pourriez leur donner? Le conseil que je leur donne, c'est d'être d'abord, avant tout, nous ce qu'on leur apprend à l'INPP, c'est la sécurité. Et c'est d'être vraiment en sécurité. Ça veut dire que si on n'est pas, si on ne connaît pas bien la plongée, il vaut mieux pas s'aventurer. D'abord dans les grandes profondeurs, ça ne sert à rien, parce qu'il y a de très belles choses à voir entre 0 et 20 mètres. Et puis d'avoir un bon encadrement, d'être bien encadré, de jamais plonger seul. Surtout pas, ne plonger. Même nous, en tant que professionnels, on ne plonge jamais seul. On est toujours accompagné. Toujours accompagné. Toujours accompagné. Oui. Parlez-nous un peu de votre record du monde. Il date de quand et comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé en 92. Oui. On était 3 au départ. On devait aller à 701 mètres parce que ça faisait 2300 pieds pour les Américains. Oui. Un pied, ça faisait 2300 pieds. Et voilà, ça s'est très bien passé jusqu'à à peu près à la profondeur de 675 mètres. Ensuite, j'ai mes 2 camarades qui ont abandonné. Moi, j'ai voulu continuer seul parce que je me sentais très bien. Donc, j'ai continué seul. Il a fallu 15 jours pour descendre à cette profondeur. Je suis resté 3 heures à 700 mètres. On a fait des exercices d'effort pour démontrer que l'être humain était capable de travailler à cette profondeur. Et ensuite, j'ai mis 23 jours pour remonter à la surface. Et alors justement, quand vous êtes remonté à la surface, alors, quelle a été votre première pensée? À quoi avez-vous pensé tout de suite? Au départ, j'étais pas très, je me rendais pas trop compte que j'étais le seul à être allé à cette profondeur. Il a fallu quelques minutes pour comprendre. Voilà. Parce que je faisais pas ça pour battre un record. Je faisais ça surtout pour comme ça rentrait dans la... Ça faisait partie de ma profession, de mon travail. On fait ça toute l'année. Bon, pas à cette profondeur, mais on allait à différentes profondeurs, entre 100 et 300 mètres pour le travail. Et ensuite, quand on m'a demandé de faire cette plongée profonde, ce qui me changeait, c'est un peu la profondeur, mais c'est surtout le gaz qu'on respirait, qui était un nouveau gaz. On était un peu dans l'incertitude au départ, mais comme j'ai très apprécié ce gaz parce qu'il me permettait de respirer mieux parce qu'il était moins lourd que l'héliox, c'était de l'hydréliox. Et ça a été dur, mais ça m'a bien plu, je recommencerai volontiers. En tous les cas, bravo pour ce record du monde, Théo Marostomos, et merci d'être intervenu dans cette émission. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Alors nous revenons vers vous, Paul Gavary. Qu'est-ce qui fait la particularité de ceux qui forment des hommes et des femmes tous les jours à ce travail tout particulier de plongeurs professionnels? D'abord, lorsque nous sélectionnons nos instructeurs, ce sont des gens qui ont déjà une grande expérience du métier. Oui. Et ce qu'on leur demande, d'abord, c'est un transfert du savoir et en même temps d'apporter la connaissance, mais également de le faire part de cette expérience. Et Théo a évoqué les problèmes de sécurité. Le simple fait qu'ils aient eu également quelques incidents ou accidents font que les élèves se rendent compte
que, j'allais dire, ce n'est pas la plongée parmi les aquariums ou les poissons rouges que nous avons l'habitude de voir. On demande au scaphandrier d'intervenir pour travailler et d'acquérir le vecteur intervention par des automatismes, si vous voulez, tout en ayant un environnement de sécurité. Toute activité menée en milieu hyperbare et subaquatique comporte des risques non négligeables pour celui qui la pratique. La qualité du matériel utilisé est primordiale. Il est un fait que je crois que dans toute activité, que ce soit les outillages ou que ce soit les moyens de transfert, que ce soit une voiture, un train ou un avion, il faut que le matériel que vous utilisiez soit dans les meilleures conditions pour vous permettre de travailler également et obtenir le meilleur rendement. Et également dans des meilleures conditions de sécurité. Tous les matériels que nous utilisons sont des matériels normalisés et labellisés. Là, il existe une labellisation européenne ? Oui, c'est ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, et l'INPP est organisme notifié au niveau européen, c'est-à-dire que tous les équipements qui doivent être mis sur le marché européen sont soumis au contrôle d'essai, conformité à la norme par l'INPP, par exemple, comme les détendeurs. Eh bien, on leur fait subir une série d'essais et ensuite nous délivrons la marque CE et un numéro de série. Alors nous avons au téléphone le docteur Marc Bornietta. Marc Bornietta, bonjour. Oui, bonjour, je vous entends. Alors vous êtes responsable, docteur Marc Bornietta, du service médical de l'INPP spécialisé en médecine d'urgence et plongée professionnelle. Docteur Bornietta, en quoi consiste la médecine spécialisée en hyperbarie ? La médecine spécialisée en hyperbarie et notamment dans le domaine de l'INPP, essentiellement sur le domaine de la plongée professionnelle. J'insiste parce que c'est vrai que même si les risques quand on va sous l'eau sont les mêmes pour le sportif que pour le professionnel, l'organisation de la plongée est extrêmement différente. La plongée professionnelle, et l'INPP en est l'exemple, est une école où la sécurité et où les élèves apprennent la sécurité, essentiellement. Donc ce département médical de l'INPP, donc j'y suis bientôt depuis 5 ans, depuis 5 ans maintenant, oui. Va s'occuper de quoi exactement ? Va s'occuper de l'aptitude médicale des plongeurs professionnels, de l'aptitude des plongeurs professionnels qu'on trouve sur le territoire français. Ils ne sont pas très nombreux, puisqu'on estime qu'il y a à peine 500 scaphandriers qui travaillent, disons, de façon continue sur le territoire français, mais beaucoup plus important, tous les plongeurs qui vont travailler ce qu'on dit à l'international, c'est-à-dire en offshore ou en inshore. Et il faut savoir que maintenant, on est essentiellement sous façon de tout à fait gentille, sous l'égide d'un organisme anglais, anglo-saxon, qui s'appelle l'INCA, qui est, disons, une association qui assure un peu tout ce qui est sécurité, tout ce qui est le safety, comme appellent les Anglais, et qui gère ça au niveau européen. Et il règle toutes les règles de sécurité des chantiers offshore et inshore, tous ces chantiers qui travaillent sous les normes INCA, et également tout le côté médical, puisque cet organisme qui s'appelle l'INCA a un sous-organisme qu'on appelle le DIMAC, le Diver Medic Association Committee. Et cette association dont je fais partie règle également les conditions d'aptitude que doivent avoir les scaphandriers à travers le monde. Et donc c'est pour ça que je vois en fait beaucoup de gens qui travaillent en international. Alors quels sont les principaux risques auxquels peuvent être confrontés les plongeurs professionnels et quelles manifestations pathologiques regroupe-t-on sous le terme générique de risque hyperbare ? Oula, là il faudrait quelques heures pour... Alors en résumé, en substance, docteur. Alors essentiellement, le risque, il est essentiellement, je dirais, neurologique. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les différents mécanismes de l'accident de plongée, mais il est essentiellement neurologique, qui peut avoir soit une atteinte au niveau de la moelle épinière, oui. Et donner ce qu'on appelle des paraplégies, soit alors avec des directs, par effet bullaire, par effet de bulle tirée dans le cerveau. Voilà, je crois que je ne vais pas plus en dire. Et
Et en fait, pour le dernier phénomène bullaire en dehors du système neurologique, on va retrouver la maladie reconnue, c'est pas la seule, la maladie reconnue au niveau de la sécurité sociale pour l'hyperbarie. Quand je dis la seule, ça veut dire la seule qui a un numéro inscrit, qui est l'ostéonécrose, l'ostéonécrose des têtes osseuses chez le plongeur professionnel, qui est la maladie du scaphandrier classique qu'on connaît depuis longtemps. Et qui est, je crois, je ne me souviens plus, sur le numéro 42, au point de vue classification de la sécurité sociale. Voilà, c'est des phénomènes bullaires en général, sans rentrer dans les détails. Ils sont essentiellement neurologiques, centrales, périphériques. Quand je dis centrale, c'est cerveau, moelle épinière, et périphérique, je vais dire, au niveau des os longs et des têtes osseuses. Alors comment vous pratiquez la surveillance médicale en milieu hyperbare au niveau quotidien ? Alors au niveau quotidien, c'est-à-dire au niveau de l'aptitude ? Oui, absolument. Alors au niveau de l'aptitude, il est relativement simple. En fait, on regarde que l'individu soit apte au niveau de tous les grands, disons, systèmes de son organisme, qui est le système nerveux, cardiovasculaire, pulmonaire, osseux et psychiatrique surtout. Je veux dire, tous les systèmes de l'organisme doivent être en parfait état pour faire de la plongée professionnelle. Je rapprocherai un peu la plongée professionnelle de l'aéronautique sur ce plan de l'aptitude. Dernière question, docteur Bornietta, petit conseil aux plongeurs qui vont s'aventurer cet été en mer. Quels principaux conseils vous pourriez leur donner ? Je crois que j'en donnerai 3. Oui. Je crois que j'en donnerai 3. Tout d'abord, ne jamais plonger seul. Oui. Ne jamais plonger quand la météo ne le permet pas ou quand on est fatigué. Je veux dire, il n'y a pas de honte à poser ses bouteilles sur le quai et dire non, aujourd'hui j'y vais pas. Oui. Et troisième conseil absolu, c'est jamais plonger sans avoir de l'oxygène à bord. Très bien. Parce que le traitement oui. de l'accident de plongée, c'est avant tout l'oxygène. L'hyperbarie, le caisson dont on parle, c'est très bien, mais ce qui va sauver le plus souvent l'individu, c'est qu'il pourra prendre de l'oxygène à bord immédiatement. Très bien. Merci en tout cas, docteur Bornietta, d'être intervenu dans notre émission. À très bientôt. C'est moi, au revoir, à très bientôt. Alors Paul Gavary, à l'approche de l'été, quelques règles de sécurité, quelques conseils pour justement tous les plongeurs amateurs qui nous écoutent afin d'éviter un accident comme malheureusement ça s'est encore produit ce week-end à Marseille, un accident grave puisqu'il a fait, je le rappelle, 2 morts. Moi j'ajouterai quelques conseils à ceux du docteur Bornietta. C'est d'abord de connaître sa propre condition physique oui. et l'aptitude médicale. Ne pas hésiter à passer un contrôle médical, surtout lorsque on dépasse 45-50 ans. La plongée, l'homme n'est pas fait pour aller respirer de l'air comprimé sous l'eau. Bon, déjà, oui. À partir de 50 ans, aller passer une bonne visite médicale et ne pas hésiter à passer une échographie au niveau cardiaque, enfin au niveau pulmonaire. Et ensuite, être en bonne condition physique, c'est-à-dire être entraîné à la plongée, comme on peut faire de l'entraînement à la course à pied ou à la marche. Actuellement, nous assistons, en général, les accidents sont des gens qui viennent dans le Midi, ou sur la côte atlantique, et qui n'ont pas la condition physique parce qu'ils ne plongent pas souvent, ils n'ont pas d'entraînement, et malheureusement, le cas de ces personnes que l'on rencontre dans la presse, souvent les accidents sont à 60 mètres de profondeur, 70 mètres. Non, comme disait le médecin et comme disait Théo, la plongée, c'est lorsqu'on reste le plus longtemps dans l'eau, entre 0 et 30 mètres, il y a du soleil, il y a de la flore, de la faune, et aller profond, le temps est réduit, et lorsque l'incident se produit, déjà à 40 mètres c'est profond, et je crois que lorsque vous êtes à 60-70 mètres, on a fort peu de chances de s'en sortir. Alors, conditions physiques, sens des réalités, avoir du bon matériel et connaître également les bonnes règles de la plongée. Avant de terminer cette émission, un mot, Paul Gavary, sur les rapports développés depuis de longues années avec l'IPGR. Quel rapport entretenez-vous avec l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains de Marseille ? Oui, mais parce qu'il y a quelques années, lorsque Claude Collin et Philippe Berger ainsi qu'Elisabeth Durand
avait développé cet institut au sein de la ville de Marseille, on s'était rendu compte que nous pouvions apporter au niveau de l'intervention subaquatique les conseils de sécurité, participer à l'élaboration de textes et également jouer un rôle. C'est ainsi que je suis devenu vice-président de cet institut et que nous œuvrons ensemble. Nous allons prochainement à Cannes au Symposium de l'eau. Symposium de l'eau, oui. Voilà. Et du professeur Raoul Karouba. Karouba, c'est ça. Et on va ailleurs également. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir créé cet institut qui permet l'approche auprès des villes, même qui soient du nord ou de l'Atlantique. Et on retrouve à peu près les mêmes risques, si vous voulez, mais il y a le côté spécifique à la région et à l'environnement. Donc pour nous, c'est très intéressant parce que les activités subaquatiques, on l'a mis dans l'institut de l'IPGR et je crois qu'on a une bonne place à tenir et on est bien accepté. Merci Paul Gavary d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de votre attention. L'INPP se trouve au port de la Pointe-Rouge, dans le 8e à Marseille. Son téléphone, le 04 96 14 09 40. Son adresse mail, info@inpp.org, pour retrouver toutes les informations concernant l'Institut national de plongée professionnelle. Rendez-vous sur le site de l'Institut, www.inpp.org. Et pour retrouver toutes les informations concernant l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains, rendez-vous sur le site www.ipgr.fr. Nous nous retrouverons dès la rentrée pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et je vous dis à très vite sur Dialogue.